Pour commencer, si vous voulez bien, nous allons inviter nos prochains intervenants à venir. Il s'agit donc de Sylvain Cide. On est là. Mathias Gardé. Ah, mais ils sont déjà. Paris. À travers le patrimoine constitué par les archives recueillies par le CNES, pour y découvrir quelques traces qui illustrent cette notion d'engagement. Cette recherche nous est présentée par Jacques Paris, qui est jeune volontaire du service civique auprès du CNES Île-de-France et qui a planché assez longuement sur différents fonds d'archives confiés au CNES. Et je peux dire aussi que Jacques a une formation qu'il a destinée à ça, parce qu'elle a une formation en archivistique. Sylvain Cide, lui, est archiviste chargé de mission au siège national du CNES, auquel il consacre l'intégralité de sa vie professionnelle. Et enfin, Mathias Gardé est le cofondateur du CNES, il en est le vice-président, professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université Paris 8. Je donne tous les titres parce qu'ils ont du sens dans le cadre de cette journée. Concepteur et membre du conseil scientifique du Centre d'exposition permanent Enfants en justice de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que du portail de ressources numériques du même nom. Il est membre du comité de rédaction de la revue Histoire de l'enfance irrégulière. Il est aussi l'auteur de nombreuses contributions dans diverses revues et il vient de publier en fin d'année dernière un ouvrage en collaboration avec Véronique Blanchard, qui est également un membre du CNES. Cet ouvrage s'appelle Mauvaise laine, 2 siècles d'histoire de la justice des enfants. Voilà, je leur donne la parole. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? On a vraiment un temps tout à fait compté. La bonne nouvelle, c'est qu'une partie de ce que je vais dire a déjà été dit par Bernard Eckel, donc je vais être encore plus court que je ne pensais. On m'a chargé un petit peu d'introduire cette plongée dans les archives qu'on vous propose. Donc 3 considérations très courtes en guise d'introduction qui sont autant de souhaits pour la tenue de ce colloque que j'aimerais, des souhaits vraiment que j'aimerais que l'on puisse suivre. Tout d'abord, j'aimerais que l'on n'aborde pas la question de l'engagement sous l'angle de la nostalgie. Une nostalgie qui peut souvent friser la condescendance à l'égard de ceux qui ont pris la relève. Les archives, et sans doute les archives que vous allez voir tout à l'heure, ont laissé de nombreuses traces de ce type de discours. Les pionniers éducateurs des années 40 trouvent que via l'Axis, les successeurs des années 60-70, qui à leur tour trouvent bien bonation politiquement leurs successeurs des années 90-2000, et ce serait très intéressant de voir à l'inverse comment les jeunes générations voient les générations qui les ont précédées. Donc le problème, me semble-t-il, c'est pas tant une disparition progressive de l'engagement, mais un problème de transmission d'une génération à une autre qu'il faut considérer. Le deuxième point, me semble-t-il, c'est que j'aimerais qu'on laisse tomber le singulier, qu'on ne parle pas de l'engagement, mais plutôt des engagements, sans chercher à les hiérarchiser et en les prenant tous tout à fait au sérieux. On serait tout à fait frappé si on demandait à chacun d'entre vous ce qu'il entend par engagement, de découvrir la variété des définitions, et Bernard Eckel nous en a donné toute une série. Il suffit que vous plongiez dans le dictionnaire pour voir qu'il n'y a pas moins de 9 définitions à engagement. Je donnerai juste, en plus de toutes celles qu'a donné Bernard, une qui me semble tout à fait intéressante: acte ou attitude de l'intellectuel, de l'artiste, qui prend conscience de son appartenance à la société et au monde de son temps, et qui renonce à une position de simple spectateur et met sa pensée ou son art au service d'une cause. En tout cas, il me semble qu'on peut parler, parmi tous les engagements mobilisés par chacun des acteurs, on peut parler d'engagement politique, familial, charitable, religieux, associatif, social, physique, féministe, et j'en oublie certainement. Et il ne faut pas penser qu'on est tout d'un bloc et qu'on a pris un seul de ces engagements. Je pense que chaque acteur, à chaque période, a mobilisé différents engagements
à sa sauce, et que c'est ces ingrédients, ces différents engagements mobilisés par chacun des acteurs qui me semble important de décrypter, et non pas de mettre en avant un engagement qui serait plus légitime que les autres. Enfin, et ce sera ma dernière remarque, j'aimerais aussi qu'on s'intéresse à la question du désengagement, ou tout du moins du refus d'engagement, ou de l'empêchement d'engagement. Pour donner seulement 2 exemples, pourquoi les éducateurs ont eu si longtemps du mal à s'engager syndicalement ou politiquement, ou pourquoi les assistantes sociales, et on l'a vu même les institutrices, avaient autant de mal à pouvoir s'engager sexuellement et familialement. Pourquoi certains travailleurs sociaux ont décidé de quitter le champ du travail social. Je pense que cette notion de désengagement, d'empêchement ou de refus de s'engager est tout aussi intéressante, et l'histoire est toujours faite en plein et en creux, et c'est à travers ça qu'il faut voir. Et les archives vous montrera à partir de ces considérations à quel point on peut trouver des traces de ces différents engagements dans des archives parfois auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors, par rapport à cette diversité des types d'engagement que Mathias a rappelé, engagement charitable, religieux, patriotique, même du côté des assistantes sociales, féministes, professionnelles, individuelles, physiques, sociales, scouts, eh bien, nous, on a voulu montrer la diversité des formes d'engagement à travers la diversité des sources, des types de sources qui permettent de travailler cette notion qui est effectivement très polysémique, tellement polysémique qu'on pourrait presque dire que l'ensemble des fonds que le CNES a collectés depuis qu'il existe rend compte de cette histoire d'engagement, de plusieurs engagements. Et donc avec Jeanne, nous vous convions à un petit cheminement au milieu de ce jardin, des archives traitées ou collectées par le CNES, sans prétendre évidemment à l'exhaustivité. Voilà, je passe la parole à Jeanne. Bonjour à tous. Alors, en matière d'archives de l'engagement, il y a tout d'abord les archives de lieux, c'est-à-dire les archives des centres et des établissements à vertu sociale. Ce sont souvent des lieux créés par des personnalités engagées qui concentrent et qui cristallisent les engagements individuels de façon souvent très différente. Quoi de semblable, en effet, par exemple, du côté des assistantes sociales, entre la résidence sociale de Levallois-Perret, les ancêtres des centres sociaux, et puis les usines où exercent les surintendantes. Côté aussi protection de l'enfance, quoi de semblable entre l'école Le Pelletier de Saint-Fargeau, future école Théophile Roussel, construite en 1895 pour recevoir les mineurs délinquants, puis les écoliers indisciplinés. Les baraquements aussi du centre de Kergoat pendant la Seconde Guerre mondiale, les châteaux du social de l'après-guerre, comme ce manoir acheté par un éducateur en Normandie, et enfin les refuges et bons pasteurs où les filles restent enfermées. Certains de ces lieux fonctionnent comme un foyer familial, comme en témoignent les nombreuses photos de vie d'internat et certaines photos de mariage de couples d'éducateurs entourés de leurs jeunes. Il y a ensuite les archives de personnalités. À la plupart des lieux et de leurs archives fait écho la pluralité des trajectoires individuelles. Il y a des travailleurs sociaux, mais aussi des instituteurs, des médecins, des fonctionnaires, etc. Chez lesquels peuvent se croiser et s'entremêler plusieurs formes d'engagement, dont voici quelques exemples. Tout d'abord, des féministes engagées dans l'organisation du service social et de la protection de l'enfance. Nous avons tout d'abord Marie-Jeanne Bassot, qui est la cofondatrice de la résidence sociale de Levallois. Cécile Brunschwig, sous-secrétaire d'État à l'EN, à l'École nationale sous le Front populaire, administratrice d'école d'assistance sociale notamment. Et Hélène Campinchi, aussi administrative d'œuvres sociales et rédactrice de l'ordonnance. J'ai pas précisé, mais
s'agit de l'ordonnance de 45 relative à l'enfance délinquante. Après les féministes engagées, nous avons un couple qui, pour moi personnellement, représente véritablement l'engagement. C'est le couple Brauner. Alfred et Françoise Brauner ont vécu dans les années 30 et 40 notamment leur vie active et engagée, notamment durant les périodes de conflit qui ont égrené le XXe siècle. Après des formations dans le médical et le social, ils ont intégré les brigades internationales et sont tout d'abord partis aider les enfants victimes de la guerre d'Espagne en 1936. Ils ont fait en sorte de les accueillir, de leur fournir, comme ils ont pu, un enseignement et un encadrement affectif. Puis, avec l'arrivée de Franco au pouvoir, ils sont retournés en France et ont été appelés par une fondation des Rothschild pour venir en aide aux enfants allemands et autrichiens juifs qui ont été sauvés de la nuit de cristal de 1938. Donc c'était pendant cette nuit que beaucoup de familles juives ont été... des exactions ont été commises sur les familles juives en Allemagne et en Autriche. Donc ces enfants ont été pour la plupart sauvés et amenés en France dans un château qui s'appelait le château de la Guette. Et le couple Brauner a fait en sorte de mettre en place une république d'enfants pour que ces enfants retrouvent aient conscience de leurs droits et ne soient plus on va dire, psychologiquement limités à ce qu'on leur a appris et ce qu'on leur a inculqué en Allemagne et en Autriche, comme quoi ils étaient des sous-hommes. Là, ils ont fait en sorte de leur rendre leur statut d'être humain à part entière. Entre 1938 et 1945, les Brauner ont aussi eu une vie de résistants très développée et sont aussi venus en aide au front de résistance autrichien qui s'est réfugié en France. Et en 1945, ils ont fait partie du groupe d'accueil des enfants réfugiés du camp de concentration de Buchenwald, en faisant aussi en sorte de faire revenir ces enfants à la vie, psychologiquement et physiquement. Puis, pour le restant de leur vie, ils ont passé du temps à aider les enfants en difficulté, et notamment aussi les enfants handicapés. Donc je trouve que vraiment ce couple est l'illustration d'un engagement personnel et voire idéologique très explicite. Nous avons ensuite Jacques Mazet, un éducateur. On voit se croiser, comme chez beaucoup d'éducateurs, un engagement scout tout d'abord, depuis son jeune âge, puis un engagement professionnel comme éducateur, auquel s'ajoute un engagement social et politique, comme en témoignent certains de ses écrits. Il y a notamment une lettre où il explique, après sa formation d'éducateur, que sa nouvelle condition d'ouvrier auprès de jeunes ouvriers fait de lui un véritable éducateur, ou encore un article dans la revue Liaison, où il défend l'engagement politique et social de l'éducateur. Enfin, nous avons aussi les archives d'écoles de travailleurs sociaux. Les archives des écoles, pour peu qu'on ait gardé les dossiers des élèves, permettent de préciser la genèse de ces engagements individuels, notamment à l'école de surintendante d'usine, aujourd'hui l'ETSUP à Paris, créée en 1917, avec Anne-Marie, qui a commencé à travailler dans l'entreprise de travaux publics de son père, avant de devenir infirmière, puis de candidater à la formation de surintendante d'usine pour, dit-elle, donner un but sérieux à sa vie. Enfin, aussi Madeleine, veuve de guerre, qui se montre désireuse de s'occuper d'œuvres sociales, mais à temps partiel, à cause de ses 3 enfants, tout en acceptant de ne pas être rémunérée. Les surintendantes d'usine, c'était notamment des assistantes sociales chargées de superviser la vie des ouvrières à l'usine, avec des missions très larges, depuis l'embauche à l'affectation des postes, l'instruction des plaintes, jusqu'au bien-être et à l'hygiène des ouvrières. Nous avons aussi l'école d'éducateurs spécialisés de Montesson, créée en 1943. Là encore, les dossiers sont très fournis. Ils ne contiennent plus malheureusement les autobiographies manuscrites que les candidats devaient rédiger pour entrer dans l'école. Pour autant, les formulaires de candidature sont aussi riches en informations sur le milieu des candidats,
sur leur expérience dans les mouvements de jeunesse et leur motivation surtout. La question « Pourquoi vous sentez-vous attiré vers la rééducation ?» suscite des réponses diverses. L'un s'étant déjà occupé d'enfants, un autre ex-délinquant au cours d'une jeunesse mouvementée, un autre invoquant simplement l'humanité et l'humanisme, un dernier la misère morale et mentale de certains enfants à redresser. L'engagement se lit aussi dans les dessins libres qui sont demandés aux candidats lors de leurs entretiens pour pouvoir intégrer l'école. Alors là, ici, c'est de 1947 à 1950 pour les dessins. Tout d'abord, des dessins souvent empreints d'idéalisme, de vouloir sauver les enfants de tous les pays, etc. Ensuite, des dessins mettant en scène l'éducateur avec ses gars, les enfants qu'il a à charge. D'autres aussi mettant en scène des jeunes désœuvrés, avec souvent des interprétations psychologiques très poussées que l'on n'aurait pas nous-mêmes. Par exemple, le psychologue pour l'auteur du dessin de droite, l'enfant seul, qui soi-disant manifesterait la culpabilité et vis-à-vis peut-être de la masturbation. Soit. Commentaire. D'autres encore aussi, d'autres dessins sur la libération d'un monde carcéral. Le fait de s'évader, de se libérer. D'autres, nombreux, qui sacrifient à l'idéal de vie des camps en pleine nature. Donc là, on sent bien le passé scout. D'autres qui exposent encore une référence explicite, toujours donc au scoutisme, véritablement. D'autres aussi qui font référence à la vie ouvrière qui attend les jeunes qui sont donc pris en charge. D'autres empreints de spiritualité angélique ou aussi la souffrance spirituelle pour accéder à l'idéal. Un contre-exemple de quelqu'un soi-disant très mal inséré dans le social d'après le psychologue qui a examiné le dessin. Et enfin, le dessin de Jacques Mazet, un éducateur donc engagé s'il en est un, mais on n'a malheureusement pas pu trouver le commentaire du psychologue. Merci de nous pour parler des archives des associations professionnelles elles-mêmes. Je rappelle que beaucoup de ces archives-là sont des archives qui ont été traitées ou collectées par le CNES. Alors, les archives des associations professionnelles, ce sont des professions, donc assistants sociaux, éducateurs spécialisés et d'autres, qui s'organisent en tentant de rompre avec des pratiques du passé et même des engagements du passé même. Ici, par exemple, l'assistance sociale se construit par opposition à une autre forme d'engagement qui est celui de la charité traditionnelle avec ses dames d'œuvre. Et puis l'éducateur spécialisé se construit beaucoup par opposition au modèle disciplinaire du gardien de colonie pénitentiaire, ici par exemple le gardien de la colonie pénitentiaire des Douairs. Donc une imagerie nouvelle apparaît, plus professionnelle, mais qui reste malgré tout très marquée par le thème de la vocation, du service, du don de soi, l'exaltation des qualités physiques et morales de la femme, de l'homme. Voilà, l'assistance sociale. Ici, vous avez donc la revue liaison de l'ANJ, l'Association professionnelle des éducateurs spécialisés. Et ici, un article qui montre bien Salaire et dévouement, cette idée que le salaire ne doit pas priver sur le don de soi, le dévouement. À une époque où on commence à parler de conditions de travail, on est en 1952 et bientôt les accords collectifs de travail d'une ANJ vont être signés pour les éducateurs spécialisés. Donc au total, les archives de ces associations professionnelles, l'ANAS d'un côté pour les assistants sociaux, l'ANJ pour les éducateurs spécialisés, mais quelques autres aussi, rendent compte du long travail d'intégration professionnelle, mais aussi de défense de valeurs du métier, en particulier à travers la construction d'une déontologie propre à ces métiers
Et les archives qu'on a pu collecter de la DGI, de l'ANA, se rendent bien compte de tout ce travail de commission, de veille sur les aspects de la déontologie du métier. Je passe aux archives des associations d'action sociale, qui elles aussi sont assez révélatrices d'autres types d'engagements, souvent des engagements des administrateurs de ces associations-là, qui s'engagent aussi, évidemment. Mais ce qui est intéressant dans ces associations, c'est qu'elles se structurent, elles s'organisent, elles se réunissent en fédérations qui s'emparent aussi de façon très massive, comme les associations professionnelles, cette question de l'engagement pour en prendre argument dans une défense du secteur privé. L'idée que la vertu du secteur privé, c'est justement de pouvoir offrir la possibilité d'accueillir ces engagements-là. Donc ici, alors je sais que vous ne pouvez pas lire tellement, peut-être que vous pouvez quand même lire les titres. Ici, on a un article d'Henri Joubrel, qui est donc une grande figure de la NEJ, mais qui est aussi une grande figure des associations de sauvegarde, qui écrit cet article en 1946, va-t-on nationaliser les œuvres privées? Et donc, lui estime que le secteur privé permet de porter la part d'apostolat qui est indispensable pour répondre aux besoins sociaux de l'heure. Et puis à côté, vous avez l'article Engagement de Jean Renaudin, directeur général de l'UNIOPS, qui lui aussi s'attache à construire une doctrine des œuvres sociales autour de cet engagement, toujours de soi, dans une idée de défense des œuvres sociales, des associations plus tard. Voilà. Et puis j'en arrive aux archives des années 70, des mouvements sociaux, la contestation sociale, donc encore une autre forme d'engagement qui émerge à la fin des années 60 et dans les années 70. Ce sont beaucoup des archives syndicales qui apparaissent, alors que c'est vrai qu'auparavant, les syndicats étaient très peu présents, avec des associations professionnelles qui avaient le monopole, très souvent. Ici, alors on est du côté du secteur public, les SNPES, le Syndicat national des personnels de l'éducation surveillée, qui regroupe les éducateurs de justice, ici dans une campagne contre la politique carcérale de la fin des années 60, des archives d'autres syndicats qu'on peut retrouver, alors par exemple c'est la CFDT, et les travailleurs sociaux dans le même combat. Voilà. Et puis on trouve des archives d'autres mouvements, des mouvements souvent dans les écoles, parce que les écoles ont fait beaucoup de ces mouvements-là. Les écoles sont des pouvoirs comme le CTMAI qui est occupé en mai 68, comme les créales aussi sont des lieux de pouvoir. Et puis les écoles, eh bien, il y a les élèves, il y a des mouvements d'élèves, des mouvements des formateurs, à l'occasion d'un licenciement, mais pour des revendications plus générales, pour le paiement des bourses, la gratuité des études qui est revendiquée, la réforme des études, la structure des écoles. Et tout ça se matérialise souvent par des changements structurels dans les écoles qui accueillent des travaux de commission, des assemblées générales et parfois même des structures de cogestion carrément de l'école. Voilà. Et les années 70, c'est aussi une floraison de publications de journaux, donc ici j'en montre quelques-uns, souvent très violents, dans la dénonciation du contrôle social, de la participation des travailleurs sociaux au contrôle social. Et voilà, nous en avons terminé. Merci à tous les trois. Juste une précision, vous avez parlé à plusieurs reprises de Jacques Mazet. Je voulais juste dire que Jacques Mazet a eu une
un vécu ici dans les Alpes-Maritimes, puisqu'il a été un des animateurs, des fondateurs des Clages. Hein, donc, un grand nombre d'entre vous connaissent. Hein, le relais international de la jeunesse. Très bien. On se donne 2-3 minutes pour des questions, des... Je voulais juste dire pour les dernières diapositives que vous avez vues, qu'aujourd'hui, vous savez, on est dans une période de commémoration du 68, et c'est extrêmement frappant de voir à quel point le 68 qui s'est passé dans le social, hein, du côté des travailleurs sociaux dans les écoles, est totalement oublié dans cette commémoration, alors que les archives montrent, j'en ai vu de 9 écoles, hein, l'ampleur de ce mouvement. Donc là, il est temps, hein, dans cette période justement de travail sur la mémoire, de réfléchir aussi sur ce qui s'est passé du côté des travailleurs sociaux. Non pas du côté des intellectuels qui ont dénoncé le contrôle social, mais du côté des travailleurs sociaux, il y a eu énormément de mouvements, beaucoup plus encore qu'on ne le pense. Et à chaque fois qu'on s'aventure dans les archives, on est surpris de voir l'ampleur de la réaction avec des choses tout à fait surprenantes. Notamment, j'ai découvert que des étudiants de service social réclamaient le tronc commun avec les éducateurs. Une ou deux interventions? À moins que la salle ne soit pas encore chaude. Il doit y avoir des micros, madame Vaguer. Si on a un micro. Qui a Roger? Merci de vous présenter brièvement, hein, mais quand vous posez des questions, ça permet de situer un petit peu de là où vous parlez. Voilà, je m'appelle Roger Bello et je suis président d'honneur du CNAES, c'est le privilège de l'âge. Je voulais juste peut-être apporter une précision dans ce qu'a dit Sylvain, c'est que quand on parle de secteur privé, il faudrait préciser que ce secteur privé a but de non lucratif, surtout dans l'époque où nous vivons, où nous voyons le secteur lucratif tentant de prendre pied dans le champ social, en particulier pour les maisons de retraite, ou même pour certaines structures de protection de l'enfance. Donc, les archives qu'on a vues sont des archives du secteur privé à but de non lucratif. Merci Roger. Écoutez, ce que je vous propose, comme on a eu un petit peu de difficulté au démarrage, c'est qu'on passe de suite à l'intervention suivante, hein, et puis on aura l'occasion d'échanger tout au long de la journée à travers ces diverses interventions. Et donc l'intervention suivante va